Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes. Vous êtes bien sur Fantasy et oui, en effet, je n'ai pas oublié l'existence de ce podcast. On se retrouve pour le premier épisode de 2026. Je suis bien Salomé Martin, vous ne vous êtes pas trompé d'endroit. Et oui, ça fait depuis, il me semble, octobre 2025 que je n'ai pas enregistré de podcast. Alors du coup, je tiens quand même à m'excuser avant et à vous expliquer un peu la raison de cette absence. C'est assez simple, j'ai eu trop peu de temps pour lire, il y a eu trop peu de lectures qui m'ont suffisamment marqué pour que je me dise purée, ça il faut que j'en parle dans un podcast. Et voilà, en fait, je suis assez déçue parce que depuis au final quelques mois, je lis moins que ce que j'aimerais parce que je suis concentrée sur d'autres projets. Donc, forcément, c'est un appétit. Mais je suis quand même fière de moi, sur mon bilan de 2025, j'ai réussi à lire plus de 53 bouquins, je sais plus exactement combien j'en ai lu. Mais voilà, cette année j'ai un objectif de 50. Alors il faut savoir que quand je compte 50, c'est 50 ouvrages, donc ça veut dire ça peut aussi bien être du manga, que de la BD, que des romans, etc. Parce que fut un temps, je faisais la distinction entre les deux. Et je trouve que c'est assez injuste. Assez injuste parce qu'au final, un manga, c'est pas parce qu'il y a moins de mots que dans un roman que ça n'en est pas une œuvre. Ce serait comme dire que c'est lire quelque chose de plus important, de lire un bouquin qui fait 1000 pages qu'un bouquin qui en fait 100. On essaie petit à petit de déconstruire les choses qu'on a apprises par le passé. Et bien après, de toute façon, je sais que j'arriverai aux 50 livres lus cette année parce que je suis en train de faire l'intégrale des My Hero Academia et vu qu'il y a 42 tomes, j'en lirai au moins une trentaine vu que j'en avais déjà lu quelques-uns avant. Bref, bienvenue dans cet épisode de Fantasy. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes pris un thé. Moi, je bois toujours mon thé noir, qui d'ailleurs est un peu trop chaud pour que je le boive tout de suite. Avant quand même de passer dans le vif du sujet, je vais vous faire quelques infos quand même parce que ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas parlé. Pour ce qui est de mon côté en tant qu'auteur, et oui, je ne fais pas que parler, j'écris aussi des fois. Pour ce qui est des Anges de Galéo, je n'ai pas encore réponse au niveau de la question de l'édition. Donc je préfère ne pas m'avancer, tout peut arriver. Il y a encore un gros point d'interrogation là-dessus. J'aurai la réponse avant fin 2026, ça je le sais sûr et certaine. Alors je sais qu'en disant ça en mars, ça veut dire oh là là, mais c'est vachement long. Mais dans le monde de l'édition, tout est long. Tout est très long et pourtant tout se fait constamment dans le rush. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Quant à l'autre manuscrit sur lequel je travaille actuellement, c'est un livre que j'aime énormément, mais qui me donne aussi beaucoup de fil à retordre, ça me demande beaucoup de travail. Et donc je peux pas écrire ça à la volée entre deux autres choses comme j'ai pu le faire avec les anges. Donc j'ai besoin de me poser, d'être vraiment concentrée et d'avoir l'espace mental pour le faire. Et il se trouve que malheureusement j'ai un travail à côté de tout ça et j'ai d'autres passions qui fait que j'ai pas forcément toujours le temps d'être dans l'écriture. Mais ce n'est pas grave, ça finira par arriver. Je vous tiens au courant de tout ça sur mes réseaux et notamment sur Instagram où je fais chaque mois un carnet d'auteur qui est donc une publication où je résume tout ce que j'ai pu faire dans le mois, que ce soit des petites choses ou des grandes choses. Donc si vous voulez me suivre de manière un peu plus réactive, ce sera toujours là. Aujourd'hui, je vais vous parler de beaucoup de livres. Alors, je sais que j'ai dit j'ai pas eu le temps de lire, mais au final, j'ai quand même eu le temps de lire d'autres petites choses. Alors, attendez que je compte. 9, je vais vous parler de 9 œuvres aujourd'hui. Après, il y en a sur lesquelles je vais passer plus vite que d'autres. Ce sera un épisode qui sera un peu moins approfondi. Comme vous pouvez le voir dans le titre, je parle que de 3 œuvres, mais j'en ai lu plus. Comme je les ai lues certaines il y a longtemps, j'aurai moins le temps de développer. Je reviendrai à des épisodes plus développés sur les prochains, j'espère. La première œuvre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le journal de Samuel, d'Émilie Tronche, publié par les éditions Arte et Casterman. Bien aujourd'hui, j'apprends que Arte a une maison d'édition. C'est pas tellement une surprise, mais c'est inattendu. Donc, alors je suis sûre que vous avez entendu parler du journal de Samuel parce que ça avait... À la base, c'était une série animée publiée notamment sur les réseaux sociaux d'Arte qui avait beaucoup fonctionné. Et moi, j'ai eu la version BD en fait. Dès qu'il est sorti, ça s'est retrouvé dans ma médiathèque, donc j'étais fort heureuse. Et je vais vous lire aujourd'hui le résumé. Samuel a un problème, mais il ne veut pas trop en parler. Cet écolier de 10 ans préfère se confier à son journal intime dans lequel il tire la chronique de cette fin dans l'enfance qui précède l'entrée en 6ème, et les premiers émois adolescents. Amitié, jalousie, premier amour, deuil. Tout y passe, y compris ses goûts musicaux ou sa passion pour la danse. D'après la série animée écrite par Émilie Tronche, produite par Les Valseurs et diffusée sur Arte, le récit en bande dessinée d'une enfance à la grâce irrésistible, sensible et poétique. Si vous avez jamais vu la série animée, je vous conseille de la regarder, vous y avez accès gratuitement, je pense même qu'elle est sur YouTube, donc franchement allez-y. Et je suis étonnée d'ailleurs de voir qu'elle a aussi peu d'avis sur le site de la Fnac sur lequel je suis, parce que après peut-être que en effet le fait que ce soit publié gratuitement, avoir le bouquin édité,
Je l'aurais pas forcément acheté non plus, mais le fait de pouvoir l'emprunter, ça aide. Mais ouais, en fait, c'est clairement une lecture que je recommande. Ou un visionnage que je recommande, en fonction de ce que vous préférez. Le style graphique est très agréable, très maîtrisé, parce qu'on peut se dire, c'est des dessins d'enfants, mais allez-y, amusez-vous, essayez, vous allez voir que c'est pas si facile que ça. C'est vrai, en fait, pour quelqu'un qui, comme moi, travaille avec des enfants en tant que professeur, c'est marrant d'avoir une explication faite par un adulte, mais du point de vue d'un enfant. Je trouve que c'est très sensible, c'est très proche de la réalité. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas forcément l'habitude d'être entouré d'enfants, quand on regarde les petits épisodes, etc., on peut se dire « Oh, c'est un peu caricatural ». Mais je pense pas tant que ça. Il y a ce côté un peu manichéen de oui, non, et le fait d'accepter qu'il y ait des zones de trouble, au final, c'est ça aussi un peu rentrer dans l'adolescence. Parce qu'au final, un gamin, c'est oui, non, content, pas content, j'aime pas. C'est en rentrant dans l'adolescence qu'on commence à apprendre les nuances, quoi. Et qu'il y a tout un tas de nouvelles émotions qu'on ressent d'autant plus violemment. Et je trouve que c'est fait en effet de façon très poétique, très sensible, comme le dit le résumé. Un résumé qui dit bien les choses. Hein. Voilà, c'est très humain et c'est très bien écrit. Donc franchement, je recommande à 100%. Donc c'est tout pour Samuel. Ensuite, je vais vous parler de La balade du serpent et de l'oiseau moqueur, qui a été écrit par l'inconnue qui est Suzanne Collins. C'est un prequel à la saga Hunger Games que j'avais lu il y a longtemps. En fait, comme tout le monde, j'étais allée voir le premier film au cinéma parce que ça avait été un phénomène. Ensuite, j'ai lu tous les bouquins et après, j'ai vu la suite des films. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai lu ça quand j'étais ado. Et j'ai très peu de souvenirs de la lecture. Je me souviens que j'étais captivée, mais genre vraiment, ça m'arrivait des fois de me coucher à 2h du matin parce que je me rendais pas compte que le temps passait. Je le regrettais amèrement le lendemain quand j'allais au lycée. Mais j'avais oublié comment était vraiment l'écriture de Suzanne Collins parce que j'ai pas relu les Hunger Games et je compte pas le faire. J'avais beaucoup aimé les films que j'ai revus pour le coup quand je me suis lancée dans le bouquin. Mais voilà, j'avais revu les films. Et je m'étais dit, c'est quand même un truc bien pour ado. Et je comprenais pas pourquoi sur les réseaux sociaux, tout le monde disait que Suzanne Collins était autant une activiste, autant impliquée, autant il y avait de sous-entendus cachés dans ses bouquins. C'était pas le souvenir que j'en avais. Mais j'ai lu ça à une époque où je n'avais pas encore le recul en tant que lectrice pour voir tous les messages. Mais ça reste quand même des livres qui m'ont énormément influencée à l'époque où j'ai repris la lecture de façon plus sérieuse. Avant de vous en parler plus, je vais vous lire le résumé. Dévoré d'ambition, poussé par la compétition, il va découvrir que la soif de pouvoir a un prix. C'est le matin de la moisson qui doit ouvrir la 10e édition annuelle des Hunger Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, 18 ans, se prépare à devenir pour la première fois mentor au jeu. L'avenir de la maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de Coriolanus. Il devrait faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité pour faire gagner sa candidate. Mais le sort s'acharne. Honte suprême, on lui a confié la plus misérable des tribus, une fille du district 12. Leurs destins sont désormais liés. Chaque décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans l'arène, ce sera un combat à mort. Pour assouvir son ambition, Coriolanus parviendra-t-il à réprimer l'affection grandissante qu'il ressent pour sa candidate, condamnée d'avance ? Que dire ? Pour ceux qui n'auraient pas forcément le contexte, Coriolanus Snow, c'est un des antagonistes des Hunger Games, la trilogie avec Katniss Everdeen. Donc, en gros, c'est l'origine story du méchant. Et c'est vrai que j'avais eu ce réflexe quand le bouquin était sorti, parce qu'il est sorti quand même il y a un bout de temps. Hein. Le plus récent, c'est celui qui raconte l'histoire de Haymitch, le mentor de Katniss. Donc c'est vrai que quand la balade du serpent et de l'oiseau chanteur est sortie, je me suis dit, vas-y, ils sont juste là, enfin, Suzanne Collins, elle veut juste chercher à se faire du fric. Ce qui est un peu présomptueux et débile de ma part, parce que je pense qu'elle a largement assez bien gagné sa vie avec la saga Hunger Games de base. Alors certes, on peut tous être avares et tous vouloir plus d'argent. Bah je me suis pris une claque et ça m'a appris à parler trop vite. D'ailleurs, je vais préciser, mais j'ai lu l'édition PKJ et la traduction de Guillaume Fournier. Un livre paru en 2020. Ouais, ça fait 5 ans de retard pour le lire quand même, la nana. Et c'est vrai que j'étais réticente parce que les origin story des méchants, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. En tout cas, celle de Snow ne m'intéressait pas. Je le voyais vraiment comme une caricature du c'est le méchant, il fait des trucs de méchant parce que c'est un méchant. Bah, alors certes, Snow est un enfoiré. Il l'a toujours été. C'est assez évident, sa backstory. On comprend pourquoi. Mais à aucun moment, il n'est excusé par l'auteur. À aucun moment, on se dit
oh mais Pichoun le pauvre, c'est le monde dans lequel il vit. Non, parce qu'au final on croise d'autres gens qui vivent dans le même monde que lui, qui certes sont pas tous reluisants, mais ne sont pas autant des enfoirés que Coriolanus Snow. D'ailleurs ce nom. Je vais rien dire parce que je sais qu'il y a des personnes relativement jeunes qui m'écoutent, mais enfin vous avez compris quoi. Je suis pas forcément très très fan. Mais c'est un style. Donc c'est extrêmement bien raconté. C'est... Le résumé résume assez bien la première partie du bouquin. Attention, il risque d'y avoir des spoils. Vous savez que dans cette émission, il peut y avoir des spoils. Et là, il risque d'y en avoir. J'ai beaucoup aimé toute la relation entre Coriolanus et la fille dont j'ai oublié le nom, dont il est amoureux. Je trouvais ça très beau. Et vraiment, il y a eu un moment où j'ai cru que... Enfin, même si je savais que Snow allait devenir le chef des Hunger Games, après, il y a vraiment un moment où j'ai cru que le bouquin allait prendre un tout autre chemin et qu'il allait venir... En fait, en gros, au moment où il a failli s'évader du Capitole, je me suis dit « Oh, mais ça va être peut-être une folie !» Enfin, j'aurais pu être déçue qu'au final, il ne fuit pas le Capitole et qu'il y revienne. Mais je trouve que c'était un excellent choix aussi. Il a eu l'opportunité de s'enfuir, il ne l'a pas fait, et tout le dilemme intérieur qu'il y a autour de ça est extrêmement bien expliqué, est extrêmement logique en fait. On se dit, c'est dommage, mais ça n'aurait pas pu être autrement. Et ça, chapeau à Suzanne Collins parce que c'est pas forcément facile à faire. Puis ça se lit tout seul, quoi, ça fait réfléchir. Non, c'est vrai, c'est un livre qui pose des questions qui sont très intéressantes et que personnellement j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, en fait, c'est une lecture que je recommande très très chaudement. Je sais pas forcément trop quoi dire d'autre. Hein. Si, au sujet de la fin, oui c'est ça, c'est Lucie, il me semble qu'elle s'appelle la fille qu'il aime. Je suis pas encore allée chercher si c'est moi qui avais mal compris le bouquin ou s'il y a pas d'explication. Mais je ne comprends pas pourquoi la fille du district 12 disparaît. Et le fait que Coriolanus ne la cherche pas, etc., pour moi c'est pas bon, il manque un truc, je veux savoir. Je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux savoir pourquoi elle a disparu comme ça. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce que machin? Peut-être que c'est une volonté de l'auteur qu'on se pose la question et qu'on sache jamais. Moi je suis pas contente, je veux savoir. Voilà. Il faut que je regarde le film de façon tout à fait légale parce que sur Amazon, faut le louer. Donc je vais le regarder de façon tout à fait légale. On change complètement d'univers. Je vais vous parler maintenant d'une bande dessinée que j'ai lue, qui m'avait tapé dans l'œil, pour une raison incroyable, c'est parce que la couverture est rose. Je vous jure, il y a zéro explication autre que ça. J'avais vu ça dans ma médiathèque, toujours. Allez dans vos médiathèques, c'est bien la médiathèque. J'avais vu ça à la médiathèque, et j'ai fait « Oh, un livre à la couverture rose !» Enfin, une BD à la couverture rose, ça m'a trop fait envie. Une BD de Marcel Chorgian. Marcel, si tu passes, je suis désolée, j'ai dû défoncer ton nom. L'éditeur est 6 pieds sous terre et c'est publié en 2024, septembre 2024. Et en fait, genre, je savais pas du tout à quoi m'attendre avant de lire cette BD parce que je me disais « Oh, la couverture est rose !» et puis il y a l'air d'avoir une chevalière sur la couverture, j'ai trop envie de le lire. Et parce que je voulais lire plus de BD, donc j'ai pris vraiment le papillon et la flamme, quoi. J'ai envie de voir ce que ça donne. Et ben, quelle bonne idée! Je vais vous lire un peu le résumé. Une vagabonde dont personne ne veut écouter les voyages. Une créatrice qui n'en finit pas de mettre ses œuvres à mort. Une sorcière qui craint la magie et ses présages. Un élève hanté par l'ombre de son mentor. Une bête qui a oublié le chemin de sa maison. Un fou à la cour comme un oiseau en cage. Un fanatique tourmenté par le silence de Dieu. À la cour, à la ville, dans la forêt. Ils ignorent encore la nature de leurs liens. Et aucun ne se croise, et tous se croient seuls. L'enchevêtrement de leur destin viendra pourtant sceller celui du royaume. Marginaux perdus dans la nuit noire d'un pouvoir autoritaire, ils sont tous nés sous l'étoile des fugueurs. Marcel Chorgian nous donne à voir une époque cloisonnée par les liens vassaliques entre dominants et dominés, et où l'individu n'existe pas encore. Adieu mon royaume est une immersion baignée tout autant de poésie que de fureur qui, loin de fantasmer sur le passé révolu, questionne avant tout les limites sociétales du présent. Comment il pue la classe ce résumé! Et il a tout à fait raison. Je vais pas trop vous en dire sur la BD parce que quand j'avais lu le résumé, je savais pas à quoi m'attendre. Et en fait, il faut le prendre assez littéralement ce résumé. Il y a 6 histoires qui se croisent sans pourtant se croiser. C'est un peu une histoire d'effet papillon. Un personnage va faire telle chose, un autre va faire tel truc, etc. jusqu'à arriver à un dénouement final que j'ai trouvé génial. Je recommande
très très chaudement de lire cette BD, qui est franchement magnifique. J'ai pas forcément d'autres choses à vous dire. Sans transition, parlons de Belgarath le sorcier. Et Gézézé, que ça. Je ne me souviens plus honnêtement si dans ce podcast j'avais parlé de la Belgariad. Au cas où, je vais faire un petit rappel. La Belgariad, c'est un ensemble de 6 ou 7 bouquins, si je me souviens bien, qui sont une série de livres d'épique fantasy, une grande aventure comme on en connaît souvent dans la vieille fantasy, qui avait été écrit par David Eddings. Donc c'est assez vieux. J'avais lu toute la saga parce que j'avais dû lire le premier tome pour mon club de lecture. Et j'ai été la seule à vraiment kiffer, du coup j'ai lu toute la suite. Et quel kiff! Quel kiff ça avait été cette première saga. Donc forcément, comme quand j'avais récupéré gratuitement la saga, j'avais aussi récupéré les préquels, bah j'en ai profité. Donc au-delà de la Belgariad, qui est en gros l'histoire de la prophétie, qu'il faut attaquer le méchant, etc. Là en fait, Belgarath, pendant la Belgariad, on nous explique aussi un peu la création du monde. Mais on a en gros la création du monde et le point culminant de l'histoire où en fait les gentils se réunissent, récupèrent les armes magiques et vont tabasser le méchant. Quand je vous dis que c'est la vieille fantasy, c'est écrit sur 6 ou 7 tomes, donc c'est long, mais c'est bien fait. Et donc à côté de ça, il y a plusieurs spin-offs. Il y a Belgarath le sorcier, Polgara la sorcière, oui je crois c'est ça, Polgara la sorcière, et la Malorée. Et donc c'est vrai que quand on lit la Belgariad, on se dit mais qu'est-ce qu'il va nous raconter d'autre? Et en fait, Belgarath le sorcier, j'ai lu les 2 tomes, un en 2025 et un en début 2026, parce que c'est une série en 2 tomes. C'est l'histoire donc de Belgarath. Alors, pour vous faire un résumé très classique, dans la Belgariad, on suit Garion, qui est l'élu de la prophétie, et qui est suivi notamment par Belgarath le sorcier et Polgara la sorcière. Belgarath qui est donc en fait son ancêtre des générations avant, qui est le premier sorcier à avoir jamais existé et qui a reçu ses pouvoirs du dieu de la magie. Qui est un espèce de vieux un peu foufou, complètement libre d'esprit, mais en même temps très connaisseur, et quand il est très sérieux, il peut être très très sérieux et faire très très peur. Et donc, j'ai lu Belgarath le sorcier, les 2 années, les années noires, les 2 livres, les années noires et les années d'espoir, qui racontent en fait toute la vie de Belgarath jusqu'à l'arrivée de Garion. Donc comment il a découvert la magie, comment il a vécu les guerres entre les dieux, comment il a mis en place petit à petit les choses pour que Garion puisse tuer le dieu Thorak. Et en fait, ouais, c'est l'histoire de sa vie, avec des questions sur le deuil, sur l'amour, sur... tout au long de son aventure, Garion et Belgarath aussi ont été accompagnés par la nécessité qui, si on prend le truc comme il est honnêtement, c'est juste la volonté de l'auteur personnifiée, et à laquelle Belgarath ne peut se soustraire, et qui des fois lui dit « fais ça à tel endroit, à tel moment », et si Belgarath dit « pourquoi ?», il a le droit à un « tais-toi et fais-le ». Donc le fait de vivre tout ça, ayant beaucoup apprécié l'univers, c'était un gros kiff. Par contre, c'est long. C'est 2 petits bouquins, hein, mais j'ai mis du temps à les lire parce que il se passe beaucoup de choses et c'est lourd. Donc honnêtement, si vous avez envie de vous lancer dans une saga de fantasy, lisez la Belgariad. C'est une saga qui est un peu longue mais qui n'est pas difficile à lire, qui se lit très bien. Moi j'ai vraiment kiffé cette saga là. Ne vous sentez pas forcément obligé de lire Belgarath le sorcier, c'est seulement si vous voulez approfondir l'univers, qui reste quand même très cool, hein. Et je rajoute à ça que quand j'avais récupéré la collection, je pensais que la collection que j'avais n'était pas complète, parce que j'avais tome 1 et 2 de Belgarath le sorcier, mais j'avais tome 3 et 4 de Polgara la sorcière. Mais en gros, Belgarath le sorcier, les 2 tomes, c'est Belgarath qui raconte la vie. En fait, littéralement, il écrit un bouquin pour raconter aux gens, donc c'est des livres à la première personne, qui raconte aux gens, après qu'il ait vécu toutes ses aventures, qu'est-ce qui s'est passé. Et Polgara la sorcière, en fait, c'est 2 tomes qui vont faire la même chose. Je les ai pas encore lus, j'ai prévu de les lire, j'ai les bouquins, je les lirai. Mais voilà, soyez prévenus. Ensuite, nous voici arrivés au Prince de Machiavel. Alors, Prince et autres textes. Moi, je l'ai lu aux éditions 10-18 et je suis choquée de voir qu'il y en a qui le revendent d'occasion à 12 balles. C'est vraiment pas une édition incroyable. Alors, que dire ? Ça fait partie des de classiques que j'ai récupérés d'un déménagement X ou Y. La preuve en est qu'il a été publié le 1er janvier 1962, cette édition-là. Bonté divine. Alors, je pense pas que ce soit le 1er janvier, ça doit être... à mon avis, 62, ça me surprendrait pas, mais 1er janvier, ça me surprendrait. Que dire ? J'ai lu ça parce que je voulais étendre ma culture littéraire. J'ai pas lu les textes qui venaient après. Le livre est bien, hein. Il parle de choses très intéressantes.
mais j'ai eu l'impression d'être assise dans un amphi à écouter un mec parler pendant 3 heures, d'un sujet sur lequel j'ai assez peu de connaissances. Ce qui en soi est le but du Prince de Machiavel. C'est un livre qu'il a écrit dans l'espoir que le prince de je ne sais plus quel pays, parce que franchement j'ai tout oublié parce que il y a un moment où j'ai craqué, il veut que le prince de son pays soit plus malin que les autres et se fasse pas marcher dessus, et du coup il lui écrit un manuel pour faire les choses bien. Je me suis dit qu'en le lisant ça m'apprendrait des choses qui seraient intéressantes si je veux écrire des romans avec des gestions de conflits entre différents royaumes intéressantes. Et c'est vrai que j'ai appris plein de trucs, mais c'est lourd. Rock, c'est lourd. J'aurais préféré que quelqu'un me l'explique en paraphrasant. Voilà. Donc si vous êtes curieux, ça se lit vite, hein. Mais waouh, c'est lourd, hein. C'est lourd. On passe vite d'un livre à un autre, hein, mais bon, il faut ce qu'il faut. Alors, un livre que j'ai lu en anglais pour le coup. Parce que... Pourquoi j'ai lu en anglais ce livre ? Déjà, je vais vous dire lequel c'est. C'est le dernier tome de la trilogie du Peuple de l'air de Holly Black. Donc, The Folk of the Air, c'est Queen of Nothing. Je sais plus comment ça se traduit en français, parce que la reine de rien... il me semble que c'est la reine sans couronne, un truc du genre. Ça faisait longtemps que j'ai lu les 2 premiers tomes, je voulais lire le 3e, et du coup, je me suis dit, je vais pas l'acheter neuf, je vais l'acheter sur Vinted. Mais comment ça coûtait cher ? Du coup, je l'ai pris en anglais, ça coûtait moitié le prix. Donc, pas de traduction pour ce côté-là, et j'ai lu l'édition du coup de Hotkey Books. Pareil, hein, je suis tellement plus dans la mouvance quand c'est sorti, oh là là. Même s'il me semble que ça reste un livre où il y a beaucoup de gens qui, même encore aujourd'hui, adorent. C'est considéré comme un ouvrage fondateur de la fantasy et de la romantasy telles qu'elles sont aujourd'hui. Le résumé, j'ai rien dit du titre en français, c'est La reine sans royaume, presque couronne, royaume, et romantasy classique, hein. Donc, le pouvoir est plus facile à conquérir qu'à conserver. Jude l'a appris à ses dépens. Après être devenue reine de Terrafae, elle a été brutalement exilée dans le monde des mortels par le roi maléfique Cardan. Reine sans royaume, elle attend son heure. Quand sa sœur jumelle vient lui demander de l'aide, Jude, j'ai dit comment tout à l'heure ? Jude saisit l'opportunité de regarder Terrafae, Jude saisit l'opportunité de regagner Terrafae, même si elle doit affronter Cardan, qu'elle aime malgré sa trahison. Mais à son retour, elle découvre que le trône est menacé, et elle se retrouve au cœur d'une sanglante lutte de pouvoir. Alliée, ennemie, elle devra faire des choix et, quand une puissante malédiction se réveille, choisir entre son ambition et son humanité. Alors, j'ai lu ce livre très longtemps avoir lu les 2 premiers tomes. Je sais que beaucoup de gens adorent cette saga. Je suis contente d'avoir lu la fin, parce que j'aime pas ne pas finir une saga. Ça me donne la même sensation que m'ont donné les 2 premiers tomes, c'est léger. C'est cool, hein, ça c'est sans difficulté. Je suis pas en train de dire il faut lire que des livres complexes, etc. Je comprends que ça fasse kiffer énormément de gens, et je me rends compte que le prix en France pour du brochet est le double du prix anglais. 20 balles contre 10 €. Je me demande si je vais pas me mettre à lire qu'en anglais en fait, parce que les livres en anglais sont tellement moins chers. Bref, ça m'a pas fait rêver. La relation entre Jude et Cardan m'a pas fait rêver. J'aime bien Cardan. Jude, elle est trop en colère tout le temps. Après, je me souviens que ce que j'avais ressenti à la fin du 2e tome, j'étais très intriguée par la suite parce que justement, cette histoire de trahison, etc., je voulais savoir ce qui se passait. Et l'explication que j'ai eue dans le tome 3, elle est pas mauvaise, hein, mais j'étais vraiment en mode ok. Si tu considères que c'est une justification. Voilà. La partie avec la malédiction était très cool. Sa résolution était un peu... Mais il n'y a qu'elle qui peut le calmer, même quand il devient un monstre. C'est difficile de juger une œuvre qui était à l'origine de tout un genre, parce que du coup, quand on a lu d'autres œuvres du même genre, on se dit « Oh là là, elle a tout pompé à tel truc. » Non, les autres ont tout pompé à cette œuvre-là. Mais du coup, même à la base, c'est pas folichon, quoi. Donc si c'est votre kiff, allez-y. J'allais dire, j'ai pas envie de lire de trucs avec des fées, mais j'ai commencé la saga à Cotard et il faut que je la lise. Mais c'est pas le premier truc sur lequel je vais me jeter, hein. Oh là là. Un autre livre que j'ai lu, je vais vous expliquer, que je suis heureuse de ne pas avoir eu à lire, que j'ai écouté en fait je l'ai écouté en audiobook, parce que je me suis rendu compte que sur Spotify, on pouvait lire des audiobooks. Et donc j'en ai profité, et il m'a fallu plus d'1 an pour l'écouter. C'est le Silmarillion. Parce que j'avais lu la saga du Seigneur des Anneaux, de J.R.R. Tolkien, hein, bien évidemment. J'ai écouté la version audio disponible sur Spotify, donc je ne saurais pas vous retrouver la traduction et les personnes qui l'ont lu. Mais j'avais déjà dit que j'avais un peu du mal avec le style d'écriture de Tolkien, parce que ce qui me choque, c'est que j'ai lu des œuvres beaucoup plus longues et moins complètes. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a trop de trucs, c'est extrêmement dense. Et là,
c'est pas un livre qui est fait pour être lu. Enfin, non, si. En fait, c'est un cours d'histoire. Et j'aime pas l'histoire. En tant que... comment dire? En tant que sujet d'étude. J'ai jamais été bonne en histoire à l'école. Et je reconnais que c'est extrêmement important d'avoir la culture générale de l'histoire pour éviter de la répéter. Mais... oh purée, là pareil. Même sensation que tout à l'heure. J'avais l'impression d'être dans un amphi où on m'explique des trucs. Voilà, c'est comme Le Prince. Sauf que Le Prince, il est assez court. Là... oh, c'est lourd, c'est lourd. On te raconte pas une histoire, on suit pas une personne, on en suit 27 différentes. Il y en a, tu les vois pas pendant plein de chapitres et tout d'un coup tu les retrouves et bam, ça te balance, tu peux pas être déconcentré une minute, j'aurais pas été capable de le lire. Heureusement que je l'ai entendu en audiobook, mais boum, 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 boum. Oh, pitié, pitié. Plus jamais, plus jamais. Moi, surtout, ce qui me tue, c'est que des fois, je tombe sur des vidéos sur Instagram ou sur TikTok où c'est des gens qui t'expliquent des trucs justement sur l'univers du Seigneur des Anneaux pour te dire mais pourquoi à tel moment les personnages peuvent plus faire telle chose ou pourquoi les choses sont comme ça. Et je trouve que ces vidéos sont super bien faites, super intéressantes, mais je préfère apprendre l'univers de Tolkien comme ça plutôt que que ça quoi. Franchement, je recommande pas la lecture. À moins de vraiment être un fan à fond du Seigneur des Anneaux, faites pas ça. Vous infligez pas ça, franchement. Vous cassez pas la tête. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient qu'il fallait lire le Silmarillion avant de lire le Seigneur des Anneaux. Bande de psychopathes. Vous voulez que personne n'aime les mêmes choses que vous? Genre, je peux comprendre que... je comprends l'argument du... mais ça permet de mieux comprendre l'univers. Mais c'est pas un bon argument. Le Seigneur des Anneaux est suffisamment bien écrit, avec suffisamment d'explications, pour que ce ne soit pas vital de pas savoir les moindres petits détails. Enfin, malade pour dire qu'il faut... que c'est obligatoire. Et la dernière lecture sur laquelle je vais passer très vite, c'est un autre livre en anglais qui n'a pas été traduit en français pour celui-là, qui s'appelle These Witches Don't Burn, d'Isabelle Sterling, que j'avais acheté, il me semble, ou au moins qu'on me l'ait passé. Je sais que c'était quelque part au bookstore anglais de Montpellier, qui est une boutique que j'aime beaucoup, même si j'ai pas forcément très souvent l'occasion de la visiter. Et qui m'a été recommandée. C'est une romance lesbienne contemporaine avec des sorcières dans la ville de Salem. Je sais qu'il y a attends, une seconde, je suis sur Biblio. Et je vois tome suivant, je sais qu'il y a un livre après. Mais comment ça, tome précédent? Ah oui, mais à tous les coups, il a dû être publié après, non? Oui, c'est ça. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait 3 tomes, mais This Spell Can't Last, il est sorti... après, c'est un prequel qui est sorti après. Je me disais, peut-être que c'est pour ça que je l'aime pas en fait. Enfin, je l'aime pas, c'est un peu exagéré. C'est pas le genre de choses que je suis faite pour lire. Je trouve ça très cool qu'il y ait une romance lesbienne. Et du coup, il y a un peu ce côté, il y a des personnages qui ont du mal avec les lesbiennes, donc c'est cool sur le discours LGBT. Mais je vais dire un truc bizarre, mais c'est trop léger pour moi. Alors, je dis pas, hein, il y a des moments où c'est vachement inquiétant. Il y a un moment où... très vite, le bouquin devient méga dark. Genre, dès le début, il fait des trucs pas terribles, mais t'as pas l'impression que les personnages sont en danger. Et puis tout d'un coup, il y a un personnage qui meurt et tu fais quoi? Hein? C'était prévu dès le début que l'autrice comptait tuer des gens? What the fuck? Je m'y attendais honnêtement pas à cette mort. Et du coup, après, il y a un changement de ton, mais énorme. Et en fait, c'est cool, ça se lit vite, mais j'ai pas envie de lire la suite en fait. Ça m'a pas tenu en haleine en mode oh, mon dieu, qu'est-ce qui peut bien se passer après? Parce que l'histoire du tome 1 est complète, mais il y a des questions qui restent en suspens et je veux pas savoir. Honnêtement, ça m'a pas donné envie de savoir. Donc je suis sûre que ça peut plaire à plein de gens si vous aimez voilà des romances lesbiennes avec un peu de fantastique et tout. C'est très cool parce que c'est plus fantastique que fantasy, hein. Soyons clairs là-dessus. Mais c'est pas mon truc, honnêtement pas mon truc. Oh purée, ça y est, j'ai fait le tour. Et en combien de temps? Ça ne fait que 40 minutes d'enregistrement. Incroyable, j'aurais été suffisamment rapide. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un épisode un peu plus succinct qu'à l'habitué. Néanmoins, j'espère qu'il vous a plu. Moi, ça me fait du bien de revenir ici. Je vais redécouvrir les joies du montage. Je sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui regardent sur YouTube dans les derniers épisodes, que j'ai essayé de faire un montage un peu... Je m'améliore au fur et à mesure que j'apprends à faire des choses, hein. Je sais que c'est pas encore merveilleux. Mais écoutez, en même temps, j'espère que vous ne me suivez pas pour mes capacités de menteuse, sinon vous allez être très très déçus pour la suite. De quoi faut-il que je vous parle? Parce que heureusement que je prends des notes, parce que sinon j'oublie tout le temps. Mes objectifs de l'année, je vous en avais parlé, du coup, avoir une réponse sur la publication des Anges de Galéo, finir mon 2e bouquin, éventuellement, mon 3e du coup, éventuellement reprendre un vieux manuscrit dont je vous parlerai si jamais je remets les mains dessus. Ma prochaine lecture,
Si, ça c'est important. C'est le 3e tome de la saga des robots d'Isaac Asimov. Ça faisait un bout de temps que je l'avais résumé. J'avais réservé en décembre, même avant, en novembre, je crois, dans ma médiathèque. Et ce livre a visiblement refusé d'arriver à moi jusqu'en 2026. Donc j'ai même pas commencé, j'ai même pas lu la première nouvelle, mais j'ai très hâte parce que je sais que Asimov, j'adore son style d'écriture, donc je suis trop contente. Sinon, on a passé les 600 abonnés sur Instagram. Je suis trop contente. C'était probablement grâce à la première convention de l'année, la Katokin, que j'ai fait le week-end juste avant. D'ailleurs, il est pas impossible que je fasse à nouveau une grosse session dédicace à Montpellier en mai. Je vous en dirai plus quand j'aurai des confirmations à ce sujet. J'ai pas envie de vous vendre la peau de l'ours. Donc, grosse dédicace à Montpellier, point d'interrogation. Et sinon, oui, ce qui explique aussi beaucoup que je ne suis pas très active sur les réseaux sociaux, et même en tant qu'auteur, c'est que je fais du GN. Je suis organisatrice d'un GN sur Nîmes qui s'appelle La Profanation du Sépulcre, qui est la 2e saison du GN en Solvanar. GN, ça veut dire jeu de rôle grandeur nature. Donc, imaginez du jeu de rôle papier, sauf que là, vous êtes lâché dans la nature. Vous incarnez un personnage. Et à vous de vivre votre aventure dans un monde pas très sympa pour le coup. Solvanar, c'est pas forcément très welcoming comme lieu de vie. Mais si jamais il y en a qui sont dans le coin de Montpellier ou de Nîmes, je vous invite très fortement à vous renseigner. N'hésitez pas à m'envoyer des MP ou à laisser des messages pour que je vous envoie le lien du Discord sur lequel on prépare la plupart des choses. Mais je fais partie du coup d'une équipe avec 3 autres humains merveilleux. On travaille comme des acharnés, c'est pas peu de le dire. On travaille comme des acharnés pour offrir un jeu riche, je l'espère, et captivant. Et pour l'instant, les gens ont pas l'air de trop se plaindre, donc j'imagine qu'on s'en sort pas trop mal. Mais voilà, forcément, c'est extrêmement chronophage, même si j'ai décidé que 2026, je vais me concentrer plus sur mon travail en tant qu'auteur, ce qui est pas mal le cas. Beaucoup de travail en coulisses, mais c'est le cas. Ça fait que le temps passe incroyablement vite. J'espère que vous avez fini votre thé, le mien était délicieux comme d'habitude, et on se retrouvera dès que j'aurai lu 3 prochains bouquins. Là, pour le coup, j'en ai passé 9, j'espère que ça vous mettra un peu un truc sous la dent pour pouvoir patienter jusqu'à la suite. Prenez soin de vous, et à très vite.